Un havre de verdure, traversé par un fleuve paisible. Le long des berges, des dizaines de péniches immobiles, amarrées en pleine nature luxuriante. Ici, seul le chant des oiseaux vient troubler le silence. Pourtant, nous ne sommes pas à la campagne, mais en plein cœur de Paris. C'est même un quartier très chic, le 16e arrondissement. Ici, une quinzaine de péniches accrochées au rivage. Des péniches sur lesquelles on ne transporte plus comme autrefois du charbon ou du blé. Ce sont devenues des maisons flottantes. C'est ici que vit Nathalie, la propriétaire du Barquino. Un bateau qui lui a permis de réaliser son rêve, vivre sur l'eau. Bonjour. Il y a quelques années, elle vivait dans un appartement en banlieue. Et puis un beau jour, Nathalie a acheté cette péniche de 90 mètres carrés. À l'intérieur, elle a tout refait. Désormais, elle a 2 chambres, un grand salon et surtout quelque chose de très rare et de très prisé à Paris, une terrasse de 100 mètres carrés. Alors le matin, quand le temps le permet, Nathalie prend toujours un petit café au grand air. Tous les matins, je me dis que j'ai une chance inouïe. Je me le dis au moins tous les matins, voire 2 fois par jour. Je trouve que vivre dans un cadre pareil, c'est unique et c'est un beau cadeau de la vie. Et comme Nathalie, de plus en plus de Français font le choix de vivre sur une péniche. Aujourd'hui, rien qu'en Île-de-France, on compte plus de 1500 bateaux-logements amarrés sur les berges. Ces anciens bateaux de commerce font désormais partie du patrimoine français, au même titre que les châteaux ou les églises. Utilisées depuis le Moyen-Âge pour le transport de marchandises, elles sont de plus en plus souvent transformées en logements. Ces bateaux habitables, on en trouve tout au long des 8500 km de voies navigables françaises, le plus grand réseau fluvial d'Europe. Les propriétaires sont attirés par le cadre de vie atypique qu'elles proposent, bien sûr, mais aussi par les prix. À surface équivalente, les péniches sont bien moins chères qu'un appartement classique. Par exemple, cette péniche est à vendre 995 000 € pour une surface de 240 mètres carrés. Cela fait 4 200 € du mètre carré, alors que dans Paris, le prix moyen dans le quartier serait plutôt à 10 000 €. Du coup, de plus en plus de Français aspirent à la vie de pénichards, comme on surnomme les habitants du fleuve. Et vivre sur un bateau peut réserver bien des surprises. Alors est-ce une bonne affaire d'acheter une péniche ? Quelles sont les choses à savoir lorsqu'on envisage de vivre sur l'eau ? Y a-t-il des pièges à éviter pour que le bon plan ne se transforme pas en cauchemar ? Plongez parmi ces Français qui ont choisi de vivre au fil de l'eau. Dans des villes comme Paris, où les prix de l'immobilier ont triplé en 15 ans, acheter une péniche peut être une bonne façon de s'offrir beaucoup d'espace à un prix plus raisonnable que sur la terre ferme. Certains agents immobiliers l'ont bien compris et ils sont prêts à tout pour profiter de ce nouveau marché. Allô ? Il y a 8 ans, Nathalie a créé son entreprise, une agence immobilière spécialisée dans la vente de bateaux d'habitation. Ses affaires tournent à plein régime. Son objectif ce jour-là ? Trouver à tout prix un acquéreur pour un client qui souhaite vendre sa péniche. Et je voulais quand même vous dire que si jamais dans les 8 jours qui viennent, vous avez un super coup qui passe, qu'on fasse quand même la visite. Et à mon avis, je ne signerai pas de promesse avant la semaine prochaine, quoi. D'accord, pas de problème. Très bien. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Il y a quelques années, Nathalie n'y connaissait rien en immobilier, ni même en péniche. Elle était directrice commerciale dans un cabinet de recrutement. Mais elle a tout plaqué pour devenir sa propre patronne. Elle a donc racheté le fichier client d'une entreprise de conseil et de petites réparations de bateaux sur la Seine. Et elle a développé la première agence immobilière spécialisée dans l'habitat fluvial. Mais sa réussite a donné des idées à d'autres. Aujourd'hui, elle n'est plus seule sur ce créneau. De nouvelles agences comme la sienne sont sur le point d'ouvrir et la concurrence est rude. Compte tenu de la petitesse de ce marché, plus on est nombreux à se partager le petit gâteau, plus la part de gâteau rétrécit. Donc il ne faudrait pas qu'on soit trop nombreux quand même. Pour rester dans la course, Nathalie doit redoubler d'efforts.
Porte-à-porte, email, coup de téléphone, elle relance sa clientèle aussi souvent que possible. Son atout, c'est qu'elle possède aujourd'hui le plus gros catalogue, plus de 70 péniches à vendre dans toute la France. Le secteur qui marche le mieux, c'est Paris et sa banlieue chic, Boulogne ou Neuilly. Ici, elle vend beaucoup de produits de luxe à une clientèle plutôt aisée. Là, j'ai rentré une péniche dite luxueuse, hein, quand même, qui a été refaite dernièrement. Voilà, c'est sublime. C'est personnellement tout ce que j'aime. C'est beau, c'est sur des beaux matériaux, c'est épuré, c'est un petit peu ce qu'on recherche aujourd'hui. C'est le cadeau de Noël. La difficulté pour Nathalie, c'est que vendre des péniches rapporte moins que vendre des appartements. Il faut avoir les reins solides, car les commissions ne dépassent pas 2 à 3% sur les ventes, contre 6% dans l'immobilier classique. En moyenne, Nathalie parvient à se dégager un salaire de 2 000 € net par mois. Mais pour cela, elle doit vendre au minimum 5 péniches par an. La rentabilité de son entreprise est à ce prix-là. Du coup, elle ne néglige aucun acheteur potentiel. Chaque visite est un combat. Elle doit convaincre ses clients qu'elle possède les meilleures offres du marché. Ce matin, Nathalie va tenter un pari pour séduire un gros client, Xavier. Il possède un budget confortable, un peu plus d'1 million €. Voilà, aujourd'hui nous allons visiter cette maison flottante qui est là, si vous voulez me suivre. Le problème, c'est que Xavier est très exigeant. Il recherche une péniche dans un emplacement d'exception. Il veut être entouré de verdure et il veut pouvoir partir en vacances sur sa péniche quand bon lui semble. Nathalie n'a pas trouvé la perle rare, alors elle va tenter de le convaincre avec ce qu'elle a trouvé de plus approchant. A priori, cette ancienne péniche a tout pour séduire. Elle est située dans un quartier chic, entourée de nature. Il s'agit du modèle le plus répandu, le modèle Fraissinet. Mais comme on peut le voir depuis les berges, la partie habitable a été entièrement rebâtie, avec 2 vrais niveaux, ce qui offre des espaces beaucoup plus grands qu'une simple péniche. Là, on est sur une base de Fraissinet, parce qu'on a du mal à deviner. Oui, en fait on s'en rend plus compte quand on regarde de l'extérieur ou dedans quand on sera à l'étage en dessous. D'accord. Et c'est une coque qui a été entièrement refaite il y a 15 ans. D'accord. Donc la coque est neuve. Ok. Une coque Et la neuve, dernière, c'est bien, 2005. mais ce qui plaît moins à Xavier, c'est que cette péniche entièrement réaménagée n'est plus vraiment un bateau. Elle n'a plus de moteur et ne peut donc pas quitter son point d'attache. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Bonjour, enchanté. Alors Nathalie met en avant le point fort de cette péniche, ses volumes exceptionnels. Avec ses 180 mètres carrés, ses 3 chambres et plusieurs pièces à vivre, cette maison flottante a des arguments. Donc là, on a un deuxième salon. On a un deuxième salon, oui. Pour appuyer Nathalie, la propriétaire vient faire l'article de la vie sur l'eau. Et bien sûr, toutes les deux ont gardé le meilleur pour la fin. La vue sur ce petit coin de verdure depuis le balcon arrière. Un argument qui fait mouche. Voilà, l'été elle est sympa, j'y mets une petite table, ça permet de. Ici, c'est d'être très vert. Il y a des C'est endroits très vert urbains. Et Ouais. ici, on a l'avantage d'être sur un bras mort, Ouais. donc un bras qui n'est déjà pas navigable. On n'aura jamais un vis-à-vis. Il y en a, direct mais un peu du plus bateau. loin. Il y en a un peu plus loin parce que justement l'île Ouais. après elle monte et Oh, d'accord. elle est fermée en fait à un certain bout, parce que vous l'avez déjà Oui, au visité. bout du parc. Donc en fait ils peuvent plus trop contrôler après. Donc, On profite toujours de la verdure. Cette péniche rentre tout à fait dans les prix de Xavier, 1 150 000 €. Mais l'homme n'est pas prêt à faire une croix sur ses projets de vacances en bateau. C'est la première fois que je découvre une maison flottante, donc ça tranche par rapport à ce que j'avais l'habitude de voir. C'est une répartition de l'espace différente, quoi. Ça peut être une utilisation différente, mais aussi une répartition de l'espace différente. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec ce que vous avez vu? Une péniche, on retrouve quand même certains attributs du bateau. Ici, on est sur l'eau, mais on est plus proche d'une maison dans le type d'habitat. Et ça vous plaît ou c'est pas tellement ce que vous voulez? Ouais. Nathalie savait qu'elle allait devoir jouer serré avec ce client. Heureusement, elle a tout prévu. Aujourd'hui, nous allons visiter
1 heure plus tard, deuxième visite. Cette maison flottante est encore plus spacieuse que la première, mais elle est aussi plus chère. C'est l'une des plus belles pièces du catalogue de Nathalie. Voilà un morceau de pétrolier. D'accord. Donc l'avantage du morceau de pétrolier, c'est que là, on est sur une base de coque par endroit qui fait plus de 7 mm. Ah d'accord. Et plus large, non? Et plus large, et beaucoup plus large. Donc là, on est vraiment sur une maison. 270 mètres carrés répartis sur 2 niveaux. Un produit extrêmement rare en Île-de-France. Nathalie veut en mettre plein la vue à son client fortuné. Si le bateau n'a pas de moteur, en revanche, tous les autres critères sont réunis. De grands volumes, 5 chambres et une vaste cuisine. Tout ça à 2 pas du métro parisien. Alors, exposition est-ouest. Là où vous êtes, vous avez le soleil levant quand il fait beau. On a cette terrasse-là plein sud. Prix de vente, 1 400 000 €. Pour une surface équivalente, un appartement à Neuilly coûterait entre 2 et 3 millions d'euros. Mais malgré tous les efforts de Nathalie, Xavier n'est toujours pas convaincu par les offres. C'est vrai que c'est un grand espace, une belle maison, mais c'est un produit différent d'un bateau. Il y a la possibilité de partir sur la Seine, de rejoindre des canaux. Donc il y a, pour quelqu'un qui sait manœuvrer un bateau, il y a un terrain de jeu très agréable avec sa maison. Au revoir. Merci. Merci Nathalie. À bientôt. À bientôt. Aujourd'hui, le bateau dont rêve Xavier n'existe pas sur le marché. Mais Nathalie reste confiante. Une fois passé le temps de la réflexion, elle pense que son acquéreur potentiel reviendra vers elle. Je pense qu'ils vont débattre de ça avec sa femme et je saurai en début de semaine si finalement ils reviennent vers leur idée initiale d'un bateau sur l'eau ou si ils ont été emballés par les volumes de la barge qui a été effectivement le point commun des deux. Tout à l'heure, ils m'ont dit « Waouh, une telle largeur, c'est extraordinaire ». Si Nathalie s'accroche à cette vente, c'est qu'en cas de succès, elle pourrait toucher une très belle commission, entre 15 et 30 000 €. Acheter une péniche, c'est faire une économie de 40 à 50% par rapport au marché de l'immobilier classique. C'est cela qui motive de plus en plus d'acheteurs. Mais attention, comme un appartement, un bateau habitable peut avoir des vices cachés. Et en cas de défaut, le coût des réparations peut très vite représenter de très grosses sommes d'argent. Alors il arrive que certaines familles, qui rêvaient de commencer une nouvelle vie sur l'eau, doivent très vite déchanter. Nous sommes dans le 15e arrondissement de Paris, à 2 pas de la Tour Eiffel. Le Baltique est une grande péniche hollandaise de 160 mètres carrés. Cyril et Sandra en sont les propriétaires depuis 3 ans. Prix d'achat en 2010, 750 000 €. Une super affaire. Un appartement équivalent dans le même quartier leur aurait coûté le double. Alors ils n'ont pas hésité, d'autant qu'avec leurs 4 enfants, ils commençaient à se sentir serrés dans leur appartement de 80 mètres carrés en banlieue ouest. Ah ben ça c'est l'ancien appartement où on était, ouais. La cuisine ça. Vous allez trois. On était un peu à l'étroit, ouais. Oui, voilà, on était à l'étroit compte tenu du nombre qu'on était. Lorsque Sandra a repéré la petite annonce qui proposait ce bien, il n'était pas précisé qu'il s'agissait d'une péniche. Ce qui a attiré son attention au départ, c'était le prix de vente au mètre carré, incroyablement bas. Je ne trouvais pas quelque chose qui nous convenait. Hein. C'était des appartements, il fallait tout refaire. C'était quand même très cher. Et puis un jour, par hasard, sur Internet, je suis tombée sur une annonce qui semblait être dans nos prix et qui indiquait 160 mètres carrés habitables, donc, et avec des photos très jolies. Toute la famille a donc aménagé dans sa nouvelle maison en plein Paris. Ici, chaque enfant a sa chambre. Xavier, l'aîné, dispose même d'un studio quasi indépendant, aménagé dans la cabine du marinier. Mais si Sandra et Cyril savourent leur situation, ils doivent aussi composer avec certains désagréments auxquels ils n'étaient pas préparés. Par exemple, cette grande terrasse de 70 mètres carrés aménagée sur le pont du bateau. D'ici, la vue est idyllique. Mais avec 2 enfants en bas âge, Sandra n'en profite pas vraiment. Autour du bateau,
il y a la Seine et ses eaux troubles. Alors pas question de relâcher la tension quand les petits jouent dehors. En fait, on va quand même au bébé nageur. Donc bon, je me dis quand même au cas où si jamais il y a un accident, j'ai le temps de plonger, d'aller les rechercher dans l'eau. Passé l'enthousiasme des débuts, la petite famille a un peu déchanté en découvrant que vivre sur une péniche, ça n'est pas toujours simple au quotidien. Tu peux prévenir ton père, Mathilde, parce qu'en plus il est dehors, donc il va pas entendre. Je le vois. Et ton frère, ça m'évitera de crier. Première difficulté, contrairement à une maison sur la terre ferme, un bateau, ça penche parfois un peu. Donc comme tout penche, quand on fait à manger, tout penche aussi, donc ça coule dans le fond. Au début, ça fait un petit peu bizarre, et puis après, on s'habitue. Et puis voilà. Le bateau qui penche, une conséquence de son aménagement. C'est la mauvaise répartition des poids qui produit cette situation. Un problème que Sandra et Cyril n'ont découvert qu'après l'achat du Baltique. Alors c'est les portes des placards, donc voilà. Donc ça tient pas forcément, ou voilà, on est obligé de la tenir, elle tient un petit peu. Voilà, alors l'évier est monté à l'envers, du coup quand on fait la vaisselle, l'eau reste ici. Reste là, tu vois, alors que cette partie-là d'évier, en fait, elle aurait dû être mise là. Ça, on découvre ça après. De façon à ce que tout puisse couler correctement dans l'évier. Ça, tu le découvres après, quoi. À peine installés, ils doivent déjà envisager des travaux pour rééquilibrer le bateau. Ouais, tu m'en mets deux. Mais ces petits tracas ne sont rien comparés aux problèmes que la famille a découverts peu après l'aménagement. Comme cette très mauvaise surprise qui attendait Cyril au fond de la cale. J'ai de l'eau sous les cuves qui vient probablement d'une fuite qui a eu lieu il y a quelque temps dans la salle de bain. Et donc il y en a une bonne partie qui s'est écoulée et que j'ai évacuée avec les pompes de cale, mais il en reste toujours un peu. Et je vais la sécher avec un aspirateur à eau. Je vais la pomper tout simplement avec un aspirateur à eau. Voilà. 2 ans seulement après l'achat du bateau, et alors qu'ils sont encore en train de rembourser leur crédit, cette importante fuite d'eau tombe mal. L'ancien propriétaire du Baltique, peu scrupuleux, s'est bien gardé de leur faire état de la tuyauterie. Et pour les apprentis pénichards, ces failles sont bien difficiles à anticiper. Quand tu achètes une péniche et qu'elle est déjà aménagée, tu sais pas du tout quel est l'aménagement qui a été fait derrière. Tu vois que l'aspect extérieur ou intérieur, et tu sais pas comment ça a été fait. Et des fois, ça a été plus ou moins bien fait. Et donc, tu as des surprises, notamment liées à tout ce qui est fuite d'eau, tuyauterie et puis condensation. Et ça n'est pas tout. En observant de plus près ces factures d'énergie, Cyril s'est rendu compte que l'ancien propriétaire avait complètement négligé l'isolation. La grosse surprise de la première année, c'était une grosse dépense de chauffage mensuel. Et ça a été le premier étonnement. Et on avait 800 € par mois de chauffage à peu près. S'ils avaient découvert des canalisations en mauvais état dans un appartement normal, Cyril et Sandra auraient pu se retourner contre les vendeurs et obtenir des dédommagements. Mais la loi est très claire. Une péniche est considérée comme un bien mobilier et non comme un bien immobilier. Du coup, aucun recours pour vice caché n'est possible. Ce qu'on regrette un peu, c'est que la personne qui vivait ici depuis 10 ans nous ait pas véritablement dit voilà ce qu'était la vie sur un bateau. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu probablement noircir le tableau, ils ont plutôt présenté les bons côtés. Avant d'être transformé en péniche habitable, le Baltique servait au transport des céréales. Problème, les anciens propriétaires n'ont jamais réalisé tous les travaux nécessaires pour l'équiper comme il fallait. Du coup, Cyril et Sandra vont devoir débourser plus de 20 000 € pour la mise aux normes. Le bon plan immobilier prend du plomb dans l'aile. Ils pensaient faire une bonne affaire, ils se retrouvent obligés de casser leur tirelire. Mais si t'as pas les reins un petit peu solides derrière après, ça fonctionne pas du tout, quoi. Donc ça peut vite devenir soit une source lourde d'endettement, soit une vraie galère au quotidien. Un bateau-logement implique forcément des dépenses d'entretien régulières. Mais ça n'est pas tout. Pour éviter les naufrages de bateaux mal entretenus, la réglementation est très claire. Tous les 10 ans, chaque propriétaire de péniche doit réaliser ce qu'on appelle un carénage. C'est un peu l'équivalent du contrôle technique pour les bateaux. Une révision obligatoire qui exige un passage au chantier naval et donc une sortie du bateau hors de l'eau. L'ennui,
c'est qu'on ne sait jamais à l'avance combien cela va coûter. En fonction de la taille du bateau et du nombre de réparations à effectuer, la facture peut varier de 3 000 à 1 500 000 €. Alors quand arrive le moment de la révision, pour les propriétaires, c'est chaque fois la même angoisse. Nous sommes à Villeneuve-la-Garenne, dans la banlieue ouest de Paris. Aux premières heures du matin, ce chantier naval, parmi les plus vieux d'Île-de-France, est déjà très animé. L'entreprise Vanden Bosch, c'est une affaire de famille depuis plus de 4 générations. En 1898, cette grande famille flamande s'est installée ici, sur les bords de Seine. À l'origine, ce chantier naval ne réparait que les bateaux qui transportaient les céréales ou le charbon d'un bout à l'autre de la Seine. Plus d'un siècle plus tard, c'est Pierre qui est à la tête de l'entreprise familiale. Mais la clientèle du chantier naval n'est plus du tout la même qu'à l'époque de son grand-père. Avec le déclin du transport fluvial, l'apparition des bateaux-logements dans le paysage a sauvé l'entreprise. Premier bateau-logement ici sorti il y a 35-40 ans, personne n'y croyait. Mon père y a cru et puis je vois que maintenant c'est une grande mode et que tout le monde y est passé. Aujourd'hui, l'entretien et la réparation des bateaux-logements représentent 80% de son chiffre d'affaires. Raccourcissement, élargissement de coques, transformation de péniches en maisons de luxe et révision, Pierre travaille tous les jours à la conservation de cet héritage de la vie du fleuve. Je considère que ça fait partie de notre patrimoine. On a la voie d'eau, on vit avec cette voie d'eau et je veux dire les bateaux ils font partie de cette voie d'eau, donc c'est à nous de les préserver le mieux possible. Ce matin, Pierre a rendez-vous avec le propriétaire d'un petit bateau-logement qui doit faire sa révision décennale, le Chameau Rouge. Patrice vit sur ce bateau depuis 35 ans. Mécanicien autodidacte, il a tout fait lui-même sur son navire pour dépenser le moins possible. Mais aujourd'hui, il n'a pas le choix. Le carénage de son bateau est obligatoire pour être en règle avec les autorités. Problème, ce type d'opération, c'est souvent la loterie. L'eau est un élément imprévisible qui peut réserver de mauvaises surprises. Et avec un travail à mi-temps, payé tout juste 800 € par mois, Patrice espère éviter le moindre désagrément. S'il est propre, il y a juste un coup de Karcher et un coup de peinture, ça va vite, donc c'est pas cher. S'il y a des tôles à ressouder, reformer, tout de suite, ça fait monter les prix. Vous, là, vous espérez que ça va aller, quoi? Moi, je pense que ça va aller. Ouais. Je croise les doigts. Mais... Pour permettre aux experts de sonder l'intégrité du bateau, on fait monter la barge en cale sèche. Dans un premier temps, la coque doit être nettoyée pour détecter les éventuelles faiblesses. Et chaque sortie de bateau, c'est un peu une aventure. Pour réaliser cette opération délicate, Pierre mobilise toute son équipe. Pas moins de 10 chaudronniers soudeurs. Hein? Il n'y a pas de crosse derrière. Non, le gouvernail est en ligne. J'avance? Une manœuvre difficile et beaucoup de main-d'œuvre. C'est ce qui explique que l'opération soit coûteuse. Rien que cette première étape va coûter 2 000 €. Une somme que Patrice a d'ores et déjà provisionnée. Reste à espérer que la facture ne s'alourdira pas davantage. Or, après 10 ans dans l'eau, la corrosion fait souvent de gros dégâts. Impossible de prévoir dans quel état se trouve la coque. Après la sortie de l'eau, il faut passer la coque au Karcher pour l'examiner en détail. Patrice a le sourire. Pour l'instant, tout se présente bien. Ouais, il n'a pas l'air trop... Non, ça va. Il a l'air en bon état. Ouais, non, en fait, il a quasiment pas... En 10 ans, il a pas pris une ride. Mais pour être définitivement fixé, il faut encore attendre l'avis de l'expert. Et l'expert, c'est Monsieur François. Il est agréé par les voies navigables de France et mandaté pour ausculter la péniche. C'est lui qui va passer la coque au peigne fin et décider des éventuelles réparations à engager. Et vous-même? Et très vite, l'optimisme de Patrice vire à l'inquiétude. Sous la crasse de la coque, l'expert a découvert un gros pépin. Ben ouais, j'ai déjà une mauvaise surprise, j'ai un trou déjà. Vous avez découvert ça dans le week-end? Après le Karcher, il y a un gros trou. Là. Patrice était loin d'imaginer ça. Comme on peut le voir ici, la coque de son bateau est percée. Il va devoir engager des travaux de soudure, des frais qu'il n'avait pas prévus.
il va devoir piocher dans ses maigres économies. Enfin bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir ressouder un morceau de tôle par-dessus. Enfin, c'est pas grave, mais ça fait des frais en plus. Ce trou est un très mauvais signe. Il semble indiquer que le chameau rouge est abîmé par la corrosion. L'expert va donc inspecter toute la coque, centimètre par centimètre. À l'aide d'appareils à ultrasons et d'un marteau, l'expert va vérifier l'épaisseur réglementaire et voir si d'autres zones sont à renforcer. Avec le marteau, ça permet au son de se rendre compte si effectivement on a des épaisseurs faibles. Une expertise minutieuse qui peut prendre plusieurs heures. Patrice n'en perd pas une miette. Il redoute d'autres mauvaises surprises. Car son budget n'est pas extensible à l'infini. Malheureusement, les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. Là, vous voyez, on a un point faible. Nous avons une épaisseur qui est de 1,9 mm. Ça veut dire qu'on est très en dessous des 3 mm indispensables. De ce côté aussi, la coque est abîmée. Pour Patrice, la facture s'alourdit dangereusement. À la fin de l'expertise, c'est Pierre, le patron du chantier, qui évalue les travaux à réaliser. Donc nous avons un trou magnifique ici. Et l'autre côté, on a un point faible qui correspond d'ailleurs au trou, bien entendu. Voilà. Patrice va enfin connaître le montant global de ces nouvelles réparations. Tôle de 6 mm. Il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de méchant. Il va s'en sortir sur une facture de moins de 5 000 €, la totalité du marché. Pour un bateau qui est reparti pour 10 ans, c'est pas mal. Ça va. Non, dans l'ensemble, moi, j'étais pas très inquiet. Bon, ça, c'est une mauvaise surprise, mais bon, c'est pas énorme non plus. Tu veux un alcool fort? Fort. Pour cette fois, Patrice s'en sort bien. Ses économies lui permettront de faire face. Mais le chameau rouge n'est plus tout jeune. Et pour son prochain carénage, dans 10 ans, il faut certainement s'attendre à une addition beaucoup plus lourde. Tous les propriétaires de péniches le savent. Leur mode de vie implique des dépenses régulières, et pas seulement pour les réparations et l'entretien. En matière d'habitat fluvial, il est obligatoire par exemple de payer pour avoir l'autorisation de stationner sur les berges. Cela s'appelle la COT, la Convention d'occupation temporaire. Elle est valable en général 5 ans. Elle est calculée en fonction de la longueur du bateau et de sa situation, et se règle chaque mois. Elle varie de 150 € pour une place en banlieue à 1 500 € au port des Champs-Élysées, en plein cœur de Paris. L'ennui, c'est qu'aujourd'hui, il est très difficile d'obtenir une autorisation dans certaines villes par manque de place. À Paris, la Seine est saturée, plus d'espace pour de nouvelles péniches. Il faut souvent attendre des années pour obtenir une COT en Île-de-France. En désespoir de cause, beaucoup de pénichards s'amarrent à la sauvage. Les autorités fluviales estiment que plus de 30% des bateaux-logements installés en France sont dans l'illégalité. Un taux qui atteindrait 40% en région parisienne. Alors les contrevenants sont devenus la bête noire des autorités fluviales. Au port autonome de Paris, il y a un homme qui mène la vie dure aux péniches en infraction. C'est Patrick Péchard, 10 ans qu'il est à la tête du service. La mission de cet ancien marin, débusquer les squatteurs des berges. Chaque jour, c'est une véritable chasse qui s'organise pour faire respecter la loi. Comme ici, à Boulogne, où plus de la moitié des bateaux sont amarrés illégalement. C'est saturé, les emplacements, c'est saturé. Sur l'autre, il y a une liste d'attente qui est longue et les gens, ils viennent, ils prennent les trous, que ce soit zone interdite ou n'importe quoi. En général, ils font ça les week-ends, la nuit, voilà, une fois installés, après pour les déloger. Nous, on n'a pas de fourrière, c'est pas comme sur la route. Donc après, c'est des procédures qui sont longues. Patrick connaît par cœur la liste des bateaux autorisés sur sa zone de surveillance. Tout nouvel arrivant hors la loi est vite repéré. Et des procédures judiciaires sont lancées presque tous les jours. Pour verbaliser, Patrick fait appel à la brigade fluviale, la police du fleuve. Plusieurs fois par semaine, ils partent à l'abordage des bateaux stationnés illégalement. Ce matin, ils en ont repéré un nouveau en zone rouge, une zone formellement interdite au stationnement. Celui-là, on peut le contrôler sans problème.
Première étape, Patrick et les policiers doivent accoster le bateau afin de mener leur contrôle des papiers d'acquisition. Pas de chance, le propriétaire est absent. Il n'y a qu'un ouvrier à bord. Petit interrogatoire, l'agent de la brigade fluviale récupère de précieux renseignements. De quoi lancer une procédure. Il s'est installé un week-end tranquillement, là, il y a un mois. Cette péniche n'est pas enregistrée. Elle n'a aucune autorisation d'être là. Le propriétaire risque gros. Et désormais, les autorités ne vont plus le lâcher. Déjà, il va avoir une redevance majorée de 100% et un PV de grande voirie avec une amende qui peut monter jusqu'à 12 000 € et des astreintes journalières une fois que ça sera passé en jugement. Et ces astreintes journalières peuvent monter jusqu'à 500 €. Vivre dans l'illégalité sur un bateau peut donc coûter très cher aux propriétaires. Au revoir, bonne journée. Vous direz à M. Assor également qu'il prenne contact avec le port de Paris? Oui, ça, je pense qu'il est en train de faire tous ses papiers. Si de nombreux propriétaires de péniches prennent le risque de s'installer sans autorisation, d'autres peuvent aussi être les victimes de vendeurs peu scrupuleux. Il y a certaines personnes qui vendent des bateaux, qui installent des bateaux sur des zones interdites pour les revendre et qui profitent de la naïveté de certaines personnes. Patrick Péchard veille attentivement sur son secteur. Il est quasiment impossible de passer entre les mailles du filet. Et il est devenu très risqué de s'amarrer dans Paris ou en proche banlieue sans autorisation, en bonne et due forme. Alors, pour les nombreux propriétaires de péniches qui n'ont pas encore obtenu une autorisation et un emplacement en règle, il ne reste plus qu'une solution. S'éloigner de la capitale et dénicher un site à l'abri des regards, en espérant se faire oublier des pouvoirs publics. Dans le milieu des pénichards, on s'échange les bonnes adresses sous le manteau. C'est quasiment devenu un sport national. Bezons, une petite commune du Val d'Oise, à 17 km au nord-ouest de Paris, sur la rive droite de la Seine. Cette petite ville tranquille, dans le milieu des propriétaires de péniches, tout le monde la connaît. Et pour cause, c'est le dernier endroit en Île-de-France où il reste encore des places disponibles pour amarrer une péniche sur les berges. Parmi les 30 péniches amarrées, une douzaine le sont illégalement. Certaines depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais depuis quelque temps, les autorités des voies navigables de France s'intéressent de très près à Bezons. Elles projettent d'y installer de nouveaux bateaux-logements pour raccourcir la liste d'attente en région parisienne. Les propriétaires qui vivent ici en infraction risquent de devoir laisser la place. Et cela crée parfois des situations dramatiques. Marie, une mère célibataire, est installée avec ses 4 enfants sur la péniche Anda. À première vue, l'ambiance familiale est bonne. Pourtant, c'est l'inquiétude qui domine. Marie et sa famille sont aujourd'hui menacées d'expulsion. Même si on déménage, je sais pas, moi je garde le bateau. Enfin, c'est bien, je trouve ça bien et tout. Moi aussi, comme ça, on fait des promenades en bateau. L'histoire de Marie a commencé en 2006. Elle rêvait d'une nouvelle vie et de plus d'espace. Alors, à l'époque, elle fait le pari fou d'embarquer avec ses enfants sur un bateau. Elle achète cette péniche sur les berges de Bezons. L'ancien propriétaire lui assure que son bateau est sur une zone tolérée par la ville et qu'elle n'a aucun souci à se faire. Seulement voilà, la tolérance des autorités a pris fin. Et un beau matin, la police a frappé à sa porte. Quand la mairie, VNF et la police ont débarqué sur mon bateau au mois d'août, j'ai débarqué moi aussi en même temps qu'eux, quoi. C'était ah bon, mince, voilà. Mais mince, quoi. J'ai déplacé mes enfants, enfin voilà, je savais pas, franchement, c'est sincère, je ne savais pas. En urgence, Marie a tenté de se mettre en règle. Mais elle n'a toujours pas obtenu la fameuse COT, l'autorisation officielle d'amarrer la péniche. Aujourd'hui, elle est passible d'une amende de plus de 500 € par mois. Et chaque jour qui passe fait peser un peu plus la menace d'une expulsion. Avec son salaire de 1 300 € par mois et 4 enfants à charge, Marie se retrouve très vite dans l'incapacité de payer ses amendes. Sa dette s'accumule jour après jour. Ils me demandent 51 000 €, ce qui est quand même un truc assez hallucinant. Donc concrètement, je leur dis, moi je vais prendre ça et puis je vais faire un dossier de surendettement et puis je vais le passer à la Banque de France et puis voilà quoi.
Moi, j'attends là de savoir ce que je paye, quoi. Pourquoi ils me demandent tout cet argent-là? C'est l'endroit qui abrite mes enfants, c'est là où ma vie est faite, la vie de mes enfants. Voilà, je vis là, quoi. C'est ma maison. Et c'est le seul truc que j'ai. Craignant de se retrouver à la rue avec ses enfants, Marie a lancé un appel au secours à la mairie de Bezons. C'est un peu son dernier espoir. Florelle Priot est adjointe au maire de Bezons. C'est elle qui est chargée du dossier des péniches illégales. L'autorité fluviale, les voies navigables de France, les VNF, ont accordé à la mairie la possibilité de régulariser la moitié des cas. Si Madame Priot défend le dossier de Marie, elle a peut-être une chance d'obtenir une autorisation en bonne et due forme pour son bateau. Bonjour Marie, vous allez bien? Bien et vous? Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Oui, bonjour. Lola. Bien Lola, merci. Attention, marche. Marie va devoir convaincre Madame Priot que son dossier est prioritaire pour rester à Bezons. Donc je suis arrivée ici en 2006. J'ai acheté le bateau, donc on m'a dit que l'emplacement était toléré. Donc à l'issue de ça, au mois d'août, VNF est venu avec certaines personnes de la mairie, dont les services sociaux, plus la police, pour me mettre une contravention de grande voirie. Ça a commencé comme ça l'histoire. Marie vit à Bezons depuis longtemps et elle est désireuse de régulariser sa situation. Madame Priot semble sensible à son cas. L'ennui, c'est qu'elle a découvert un gros handicap dans son dossier. VNF demande que les bateaux proposés soient en régularité administrative au niveau de VNF, de dette vis-à-vis de VNF et une situation administrative épurée. En clair, VNF n'acceptera de régulariser que les pénichards qui ont payé leurs amendes. Les dettes accumulées par Marie sont donc de très mauvais augure pour sa situation. Là, quand vous me dites il va falloir être clair avec VNF, pas avoir de dettes, etc. Moi, je suis en panique là. Hein. Franchement, je suis en panique. C'est ce qu'ils nous ont... Pour Madame Priot, il n'y a pas 36 solutions pour sortir Marie de l'impasse. Elle compte mettre en avant l'intégration de sa famille dans la ville de Bezons. Vous êtes là depuis quand même 2006, quelques années, voilà. Ça fait 6 ans, les enfants sont scolarisés sur la ville, il y a quand même tout un tas de raisons. Donc il faut arriver à comprendre ce qui se passe sur ce dossier. Voilà. Le sort de Marie est désormais entre les mains de l'adjointe au maire. C'est une première victoire pour Marie et sa petite famille. L'adjointe au maire est acquise à sa cause. L'ennui pour Marie, c'est que ça n'est pas la mairie qui aura le dernier mot. La municipalité ne pourra que proposer des dossiers à régulariser. Au final, ce sont les VNF qui trancheront. Or, les autorités fluviales ne sont pas forcément aussi compréhensives que la mairie. Normalement, on devrait être arrivé. Enchantée de vous accueillir dans la ville de Bezons. Madame Priot. Madame Priot, bonjour. Voilà, adjointe sur le quartier. Quelques semaines plus tard, les responsables des voies navigables de France ont rendez-vous à la mairie de Bezons avec Madame Priot. L'occasion de se mettre autour de la table pour entamer les négociations. L'adjointe au maire n'a que quelques mois pour tenter de défendre les dossiers de ses habitants, tout en sachant que les VNF prendront seuls la décision au final. Sur le dessus de la pile, il y a le dossier de Marie. C'est vrai qu'un des premiers critères que l'on met en avant, c'est l'intégration sociale dans la ville. Des familles qui sont installées depuis un certain nombre d'années, pour certaines, sur les bateaux logements, avec des enfants qui ont fait toute leur scolarité sur Bezons. On a vraiment envie de travailler avec pour faire que la situation se régularise et qu'ils puissent rester sur leur bateau logement de façon tout à fait paisible et sereine. Mais les représentants des VNF le savent, Marie n'a pas réglé ses dettes. Ses amendes et ses pénalités de retard dépassent les 50 000 €. Et pour eux, ça n'est pas acceptable. On ne pourra malheureusement pas déroger sur le paiement des sommes dues à VNF avant l'attribution d'une COT. Il n'y a pas de no man's land fluvial. Quelqu'un se retrouve par exemple sur le critère financier dans l'incapacité de pouvoir faire face à ses dettes. Ça veut dire aussi que la personne est dans l'incapacité de pouvoir faire face aux charges du bateau. Le bras de fer est loin d'être gagné. Les VNF refusent par principe tout effacement de dette. Des échéanciers de remboursement peuvent être envisagés, mais encore faut-il être en mesure de pouvoir rembourser.
attaché. On ne peut pas non plus mettre plus les familles en difficulté en leur faisant rembourser les dettes vis-à-vis des VNF de façon trop rapide. Donc il faut vraiment voir au cas par cas. Mais oui, ça m'inquiète un peu pour certaines familles. C'est compliqué humainement. Compliqué. Un dossier très compliqué. Si les VNF sont aussi intransigeantes sur la question des stationnements illégaux, c'est parce que par ailleurs, il existe une liste d'attente de plus de 200 bateaux logements qui sont en règle et qui attendent un emplacement. Ici, sur les berges de Bezons, les VNF pourraient installer 6 de ces bateaux. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà la liste d'attente. Là, vous avez un ordre, un classement. Donc le numéro 1, c'est l'inscrit numéro 34. Le classé numéro 2, c'est l'inscrit numéro 68. Il l'est depuis 95. Et c'est un bateau de 38 mètres. C'est la seule chose qu'on affiche sur Internet. Cette liste est effectivement publique et consultable sur Internet. Elle recense 228 pénichards en attente en Île-de-France. La majorité a déjà un emplacement, mais souhaite changer de place. D'autres sont amarrés en dehors de l'Île-de-France et attendent de pouvoir enfin s'y installer, parfois depuis des décennies. Paris intramuros, il faut compter entre 15-20 ans pour espérer voir un bateau bouger. Mais on a peut-être 15 ou 20 personnes qui demandent pareil sur la liste d'attente. Donc imaginez. En petite couronne, c'est entre 10 et 15 ans. Frais d'entretien, taxes et redevances, la vie sur l'eau coûte bien plus cher qu'elle n'y paraît. Alors, pour faire face à ces nombreuses dépenses, certains cherchent un moyen de générer des revenus avec leur mode de vie. Une péniche, c'est romantique. Et le romantisme de nos jours, ça peut rapporter gros. Nous sommes sur le canal du Midi, un site classé au patrimoine de l'UNESCO. Ici, les maisons fluviales font partie du paysage. Sur les 8 km qui séparent Ramonville de Toulouse, pas moins de 60 bateaux sont amarrés sur les berges. Parmi eux, la péniche Amboise. Ça n'est pas seulement une péniche transformée en logement. C'est une petite entreprise. La propriétaire, c'est Gladys. Il y a 2 ans, cette ancienne chargée de communication a perdu son emploi. Elle a alors décidé de changer de vie pour devenir sa propre patronne. Son idée ? Acheter une péniche pour y vivre, mais surtout pour y aménager des chambres d'hôtes. Elle déniche une bonne affaire sur Internet. Une péniche de grande taille et assez abîmée. Elle a besoin de 100 000 € pour l'achat et de 200 000 € pour financer les travaux. Alors Gladys a vendu sa maison, négocié un prêt bancaire et s'est lancée dans l'aventure. Il y a presque 1 an, elle a inauguré ses 4 chambres d'hôtes. Et désormais, il lui faut prouver que son affaire peut être rentable. Or, elle a beaucoup de frais. La redevance des VNF, l'entretien du bateau et les remboursements de son crédit. En tout, Gladys débourse près de 3 000 € par mois. Alors elle se démène pour faire le plein de clients. Ce matin-là, Gladys prépare 3 de ses chambres, réservées pour le soir même. Sa nièce Audrey est venue lui prêter main forte, comme souvent le week-end. Oui, c'est plutôt courant pour un samedi. Pour un week-end, il faut avouer que la semaine, ça fonctionne pas mal aussi. Mais celle-ci n'est pas terminée non plus. Gladys ne peut compter que sur son business pour faire bouillir la marmite, car elle vit seule. Mais elle a un gros avantage. Sa formule hôtelière est unique sur le canal du Midi. Du coup, les chambres ne désemplissent pas. Sur son bateau, Gladys propose plusieurs formules. Des chambres doubles ou triples, tarifées entre 70 et 120 € la nuit. Et bien sûr, elle joue à fond la carte de l'évasion, comme dans cette suite familiale, la chambre la plus luxueuse du bateau. Donc ici, c'est quoi? Alors ici, c'est la cabine du marinier. C'est le poste de pilotage de la péniche. Pour les clients, la cabine du marinier, c'est le sentiment d'être à la place du capitaine. Son prix, 120 € la nuit. Un prix élevé, mais Gladys doit miser sur des prestations haut de gamme pour s'en sortir. Ici, tout ceci, c'était la cuisine. Vous aviez les placards hauts. Tous les placards bas ont été supprimés. L'évier a été supprimé et les placards aussi pour installer le lit. Un grand lit en 160. Avec un taux de remplissage de 80%, la première année d'exploitation a été plutôt prometteuse. Mais pour l'heure, Gladys parvient tout juste à couvrir ses frais.
elle ne peut pas encore se verser de salaire. Alors elle mise tout sur le charme atypique du bateau pour que l'exotisme de la nuit fonctionne encore mieux. Elle a cherché à développer autre chose qu'une simple location de cabine à la nuit. Et elle a eu une idée originale. En prévision de ce soir, justement, Gladys prépare cette chambre pour un jeune couple de Toulouse. En tout cas, la jeune dame a bien insisté pour que ce soit romantique. Champagne, cotillon et chocolat, une idée qui séduit et qui rapporte. Ce service tarifé 40 € vient s'ajouter au prix de la chambre, 100 € pour cette suite romantique. Toutes ces petites attentions, Gladys en a fait sa carte de visite. Du coup, elle est désormais référencée dans les 3 plus importants guides touristiques français. Un sacré coup de pouce pour son business. Alors, là, nous avons eu tout simplement la visite du guide du routard et de Lonely Planet également. Quant à TripAdvisor, ce sont les avis des voyageurs. Hein. Et comme il y a eu pas mal d'avis très favorables des voyageurs, TripAdvisor a jugé bon m'envoyer un petit autocollant. Voilà. Si sa petite entreprise commence à bien marcher, en revanche, Gladys ne chôme pas. Oui, alors c'est une chambre double qu'il vous faut, monsieur, ou une chambre simple? Une chambre double fait 82 € avec le petit déjeuner. Elle travaille près de 15 heures par jour. Il faut dire que sa péniche est ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, du 1er janvier au 31 décembre. Les vacances, Gladys a fait une croix dessus. Bonsoir, monsieur. Pour l'heure, sa priorité, c'est de fidéliser les clients. Anne-Sophie et Pascal ont réservé la chambre violette. Ce sont eux qui ont commandé le champagne. Les 2 tourtereaux sont venus fêter un anniversaire important, celui de leur rencontre. Originaires de Toulouse, ils sont venus en voisin pour vivre cette expérience unique, passer la nuit sur un bateau. C'est le type même de client que Gladys recherche pour faire prospérer son business. À première vue, Anne-Sophie et Pascal sont séduits par leur cabine et les efforts de décoration de Gladys. C'est mignon. Ouais, c'est très beau. Voilà. C'est très très beau. Bon, mais Je vais vous montrer le code de la chambre. Je trouve ça très original, surtout sur Toulouse, donc j'ai hâte de pouvoir être tout seul dans la chambre. D'accord, j'ai compris. Je peux faire. Tous les clients sont installés. Gladys peut enfin souffler. Une journée comme celle-ci, c'est presque 19 heures de travail non-stop. Couchée après les derniers clients, elle doit aussi se lever avant eux pour préparer le petit déjeuner. La réussite de son entreprise est aussi à ce prix-là. Le lendemain matin, il est 10 heures, mais Gladys est déjà sur le pont depuis 2 heures pour préparer le petit déjeuner. Au menu, clafoutis, pancakes et céréales, le tout fait maison, autant par souci d'économie que pour satisfaire les clients. Bonjour, monsieur, dame. Anne-Sophie et Pascal, les amoureux transis, ont du mal à quitter leur nid douillet. Ils sont les derniers à rejoindre la salle du petit déjeuner. Qu'est-ce que vous buvez le matin, dites-moi? Du thé, du café, du chocolat? Un thé? Un chocolat? Un thé? Leur nuit sur le bateau, une vraie réussite. Un sans faute pour Gladys, qui attend beaucoup du bouche à oreille. C'est vrai que la vue de l'eau par le hublot, c'est vrai que ça c'est très sympa. Et moi ce qui me change le plus dans l'hôtel particulier, je dirais, c'est l'accueil qui nous est réservé, en fait l'attention qu'on nous porte. Je veux dire, toutes les petites attentions tout au long, que ce soit hier soir ou ce matin, c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Séduits par leur nuit à bord, les clients de Gladys veulent souvent en savoir plus sur la vie de Pénichard. Et là, depuis qu'elle est là, elle bouge plus. Enfin, vous la bougez plus là? Je la bouge de temps en temps, puisqu'on est obligé de l'amener au parc technique tous les 5 ans. Ah oui. Aujourd'hui, on la sort. On va au parc technique aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui, on la sort aujourd'hui. On se désolidarise du bord et on l'amène sur le parc technique de Ramonville. Vous connaissez? Oui. Ce matin, Gladys va encaisser 320 € au total. Plutôt une bonne rentrée en période creuse. D'autant plus que ce jour-là, elle doit emmener sa péniche au parc technique pour des réparations. Au revoir. Bonne journée.
Pour faire le déplacement, Gladys fait appel à une équipe de mariniers professionnels. De nouvelles dépenses. Alors Gladys, en femme d'affaires avisée, songe sans cesse à de nouvelles formules pour générer des rentrées d'argent supplémentaires. Et elle a un atout de poids. Sa péniche peut naviguer. Alors elle a imaginé de proposer bientôt des croisières d'1 semaine à ses futurs clients. Sur le canal du Midi, de telles offres pourraient rapporter jusqu'à 2 000 € par voyageur. Cela pourrait aider Gladys à réussir son pari et à vivre plus sereinement son rêve au fil de l'eau. C'est vrai que j'aurais des demandes à la limite de personnes qui voudraient bouger. Je t'appelle ? Mais avant cela, il lui reste encore une étape à franchir. Oh mon Dieu! Apprendre à piloter. Attends, à gauche. Prends la barre, Gaspard. Gaspard, vite! Et ça, c'est loin d'être gagné.